L'agroforêt est une association bénéfique entre les arbres et des cultures qui ne sont pas annuelles afin d'obtenir des produits ou des services utiles à l'homme. C'est une forêt dont la composition faunistique et floristique sont gérées par la population humaine locale. Elle se distingue par le fait qu'au niveau de l'agroforesterie, cette association inclut forcément la présence des arbres et cultures, mais cultures qui ne sont pas annuelles, présentant des avantages considérables, notamment dans la protection des sols. L'agroforêt de Kumakonda, dans la préfecture de Kloto, est un cas typique faisant l'objet d'études dans ce documentaire. Quel est son historique, sa composition et son incidence dans la vie socioculturelle de son milieu? Quelles dispositions prendre pour un développement durable? Dans ce film documentaire, nous écouterons des personnes ressources et des leaders d'opinion natifs de la localité. Situé à 5 km de la ville de Kwelimé, dans la préfecture de Kloto, sur une région montagneuse d'une altitude de 500 à 700 mètres, l'agroforêt de Kumakonda couvre une superficie de 1450 hectares. Elle joue un rôle pas moins important dans la vie socio-culturelle de la population locale due à sa biodiversité, aussi bien végétale qu'animale. En 1920, on va tout doit faire. On a mis un benet d'obia, il n'a qu'à Ghana. On a mis que français, on va de cette obé, magato du egbo. On a mis on va le faire. On a mis quoi? Avec de ce magato du egbo, on d'agble le faire ça. On a mis on va pas cacaba, on m'a d'agble. Je donne 3 jours. En termes de couvert végétal, l'agroforêt de Kumakonda est composée des herbacées, d'arbustes, des lianes, des arbres spontanés, des plantes épiphytes et autres poussant sur les troncs d'arbres et autres. À ce couvert végétal purement spontané, l'on retrouve les arbres introduits, notamment des arbres fruitiers comme les orangers, les manguiers, les palmiers à huile, les arbres à cure-dents, les collatiers, les plantations de café-cacao, constituant une œuvre des paysans avec le soutien de GIZ, une organisation allemande. Lorsque prenons l'exemple de notre pays, très rarement vous allez voir les plants d'avocatiers réussis dans les régions des savanes. Mais on les retrouve mieux dans les régions de Kloto, là où nous avons de la forêt, là où nous avons de l'humidité. Donc, l'association entre plantes ou les agroforêts plus généralement vont permettre aux plantes qui sont associées de pouvoir produire des rendements plus élevés. Une flore très riche composée des biches, des gazelles, des singes, des pangolins, des félins et autres. Avec la présence des hommes, ces animaux-là s'éloignent, mais se cachent plus loin. Est également présent dans cette forêt dont les arbres constituent une haie, une barrière naturelle contre les prédateurs et un effet anti-stress sur les animaux. À ceci s'ajoutent plusieurs variétés d'insectes et d'anthologies dont la présence enrichit sa biodiversité. Ici, nous sommes à proximité de la forêt. Nous avons installé un système pour attirer quelques espèces de papillons qu'on trouve dans notre forêt qui font sa richesse. Étant donné que nous n'avons pas la possibilité de pouvoir capturer toutes les espèces en allant dans la forêt, nous avons trouvé un système pour attirer les espèces, notamment les espèces des papillons de nuit. Donc, il y a eu une ampoule éclairée avec le drap blanc derrière qui attire beaucoup d'espèces de papillons de nuit. Donc celui-là, par exemple, c'est un atacidé. C'est une espèce qui est assez rare dans la forêt, qui a été attirée par la lumière. Quelle est l'incidence de l'agroforêt de Kumakonda dans la vie socio-culturelle de son milieu? Sur le plan socio-économique,
La pratique de l'agroforêt permet de diversifier les activités des exploitants agricoles et leur offre une source de revenus additionnels dans des délais courts grâce aux cultures intermédiaires, participant ainsi au développement économique des populations rurales. Cette forêt profite à bon nombre de personnes. Si nous pouvons commencer par nous qui sommes les héritiers, parce qu'avec les fruitiers qui sont dedans, ça nous permet de trouver un peu de bénéfices pour nourrir nos familles. Et en plus, la beauté de cette forêt, les touristes, ils viennent chez nous. Donc je peux dire que l'État aussi profite. Si les touristes viennent, ils viennent avec de l'argent. Ils dorment dans des hôtels. Donc ça profite à l'État aussi. Les commerçants qui viennent ici récolter les fruits et acheter les fruits, ils vont vendre pour nourrir leur famille. Donc je peux dire que cette forêt profite à presque tout le monde, à toute la population. Cela se ressent lorsque vous discutez avec ces populations. Elles vous disent que, par exemple, nous n'avons pas de meilleur rendement aujourd'hui comme dans le temps parce que nous avons perdu une partie de nos couvertures forestières. Vous voyez, donc les agroforêts sont importantes pour pouvoir maintenir le rythme de production, pour pouvoir accroître les rendements des cultures que nous associons au niveau de ces forêts. Les arbres et arbustes associés apportent également des ressources lucratives aux agriculteurs, du bois, du combustible, des fruits, de l'huile, des noix et du fourrage. L'agroforêt contribue ainsi à la diversification des revenus des agriculteurs. C'est quelque part une source de nourriture pour les populations et ces agroforêts ou les plantes associées aussi sont parfois aussi des cultures de rente. Lorsque vous prenez par exemple le café, le cacao, c'est des cultures de rente pour les populations. Et les populations tirent énormément leurs revenus à partir de la vente des fruits de ces plantes qu'ils récoltent les agroforêts. De plus, au sein des exploitations, les arbres jouent un rôle de protection contre le vent, le soleil et la pluie pour les cultures intermédiaires. L'arbre est là pour lutter contre l'érosion, en ce sens que les vents qui devaient emporter, l'arbre est là pour faire obstacle à ces vents-là. Lorsqu'il pleut par exemple, l'eau qui ruisselle devait éroder le sol, mais la racine des plantes fait obstacle au ruissellement d'eau, ce qui empêche l'érosion des sols et ça garde intacte la végétation. Elle garantit l'autosuffisance de chaque famille rurale en bois énergie, ce qui empêche la déforestation des forêts avoisinantes pour s'alimenter en bois de chauffage. L'agroforêt permet l'autosuffisance pour chaque famille rurale en termes de bois énergie, ce qui permet à chaque famille qui a planté des arbres pour ses besoins de chauffage n'a pas besoin d'aller encore dans d'autres forêts avoisinantes pour couper les arbres. Alors, ils peuvent s'en servir pour faire leurs besoins en termes de bois de chauffage, ce qui empêche la déforestation des forêts avoisinantes. Sur le plan climatique, l'agroforesterie ne se contente donc pas de limiter le réchauffement climatique, elle aide aussi les populations paysannes à s'adapter aux effets souvent dévastateurs du changement climatique comme les inondations, les sécheresses et l'imprévisibilité des précipitations. En plus d'être lucrative pour l'agriculteur, l'agroforêt rétablit l'équilibre écologique des terres agricoles, prévient l'érosion des sols et le ruissellement de l'eau, offre d'autres options de revenus et atténue les conditions météorologiques locales extrêmes. C'est un incontournable outil de lutte contre le changement climatique. La pluviométrie de Kumakonda, il pleut vite. Déjà en novembre, les pluies commencent. Et puis les gens, ceux qui font l'igname, déjà ils plantent leur igname partant du mois de novembre. Les produits vivriers, il y a abondamment de fruits dans la zone. Ce qui fait que par exemple les mangues et autres, là, ça produit bien et en abondance. Donc l'avocat et autres, là, les bonnes femmes
Et surtout les vendeuses, déjà en janvier, février, ils arrivent à trouver ces fruits-là pour aller au marché avec. À l'échelle locale, les arbres créent un microclimat et contribuent à procurer le milieu de certaines récoltes régulières. Chez nous ici, le climat nous intéresse beaucoup pour bien apprendre. Et puis, pour nous manger aussi, on produit des choses qui proviennent de nous-mêmes. Il y a les fruits de façon permanente. Dans une zone où il y a plusieurs arbres plantés, vous allez voir qu'il y a un petit climat dans un climat qu'on appelle un microclimat. Alors, ce microclimat permet à la population qui sont aux alentours de bénéficier des produits saisonniers. Exemple, ces populations qui bénéficient des microclimats peuvent avoir jusqu'à 3 récoltes par an. Alors, dans ces zones-là, non seulement ils profitent du climat, mais aussi ils bénéficient aussi d'une rentabilité aussi forte. Un arbre fruitier dans un microclimat qui normalement doit produire 2 fois annuellement, ces arbres fruitiers produisent jusqu'à 2 à 3 fois dans ces microclimats, ce qui permet à la population de bénéficier à chaque fois de ces produits. Ces produits seront là tout au long de l'année et nous n'aurons pas de pénurie par rapport à ces arbres fruitiers. Les récoltes dans un microclimat. Au lieu d'avoir ces récoltes à long terme, ces microclimats permettent aussi à la population d'avoir des récoltes à court terme chaque année. Régulation du climat et lutte contre le réchauffement climatique. À l'échelle globale, ils stockent du carbone et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. La conversion d'une agriculture classique en agroforesterie entraîne une hausse de 34% du carbone stocké dans les sols. L'avantage pour les agroforêts sur le plan local ou bien sur le plan général est que par le processus de la photosynthèse, les plantes absorbent les sources de carbone qui sont dans la nature. En stockant ces sources de carbone qui sont dans la nature, alors l'agroforêt participe à la réduction des gaz à effet de serre, ce qui est à l'origine des changements climatiques que nous observons aujourd'hui. Les arbres fixateurs d'azote enrichissent également le sol en capturant dans l'atmosphère des éléments essentiels pour les plantes. Cela réduit ainsi les besoins en engrais azotés chimiques qui participent grandement au réchauffement climatique, tant lors de leur fabrication que lorsqu'ils s'évaporent dans l'atmosphère. Les agroforêts permettent une source vitale pour les espèces qui y habitent, mais aussi permet la minéralisation du sol, procurant ainsi au sol une source organique d'azote élevée. Alors, les populations qui sont aux alentours n'ont pas besoin d'aller encore chercher les engrais faits à base de NPK, mais peuvent servir de l'agroforêt ou bien de leurs arbres et de leur feuillage pour fabriquer leur propre source d'engrais. Le site de Kumakonda révèle un potentiel touristique remarquable de par sa localisation qui abrite une grande quantité de papillons. Cette faune minuscule a intéressé bon nombre de sciatiques et de collectionneurs du monde entier, gonflant un peu plus chaque année la renommée touristique du village. Beaucoup de jeunes du village s'adonnent à cette activité, voyant les importants revenus que celle-ci peut apporter. Je reçois des touristes qui viennent ici pour la botanique. Je les fais promener. Je les montre les plantes nourricières des papillons aussi. Et les plantes comme des orchidées dans la région. C'est une plante qui est très recherchée. Et puis en faisant la balade botanique, on passe dans les plantations de café cacao, voir les arbres fruitiers, les arbres locaux de la région. Il y a des gens qui demandent voir des grandes cascades de chez nous. Je les amène au château Vial pour les faire l'historique aussi. Mais Kumakonda subit aujourd'hui une pression de plus en forte sur son environnement forestier particulièrement menacé par la déforestation et les feux de brousse.
Plusieurs phénomènes sont donc à l'origine de la déforestation. La coupe pour la vente de charbon de bois ou autre, le défrichage pour créer de nouvelles parcelles agricoles et les feux de brousse. L'environnement et le milieu naturel de Kumakonda sont en difficulté. La lutte contre la déforestation est une des cibles de préoccupation des autorités locales. Autrefois, la forêt était sous la protection permanente du gouvernement grâce aux gardes forestiers. Dans l'ancien temps, au temps des colons, ce sont les forestiers qui s'occupent de la forêt. Ça devient le rôle des paysans qui sont frontaliers de la forêt, comme nous. Et je pense que si le gouvernement peut organiser maintenant, notre forêt là est importante, on peut créer peut-être de petites fermes dans la forêt. Il y a les gardiens, nuit et jour. Je pense que ça peut diminuer ces braquages. Il y avait alors une faune et une flore abondantes jusqu'aux années 90. C'est à partir de cette période qu'a débuté les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui. Chaque année, une parcelle de forêt disparaît. Quand on parle de l'environnement, cela doit être une affaire de tous. Vous voyez, on dit qu'il faut protéger les arbres, il faut faire ci et ça. Mais quand vous regardez de près, chacun a sa responsabilité, son rôle à jouer. Je crois que quel que soit le nombre de forestiers qu'on mettra à la disposition du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, on ne pourra jamais mettre un forestier sous chaque arbre pour le protéger. Donc la protection de l'environnement doit être une affaire de tous. Si nous tous, nous sommes sensibilisés, on peut amener nos proches à comprendre l'intérêt de la protection de l'environnement et donc de l'arbre. Donc c'est en cela que le forestier n'est là que pour participer à quelque chose, mais pour lever ce défi, je crois que vraiment c'est l'affaire de tous. Cependant, il existe au village des comités locaux pour la protection et la gestion pour un développement durable de cette forêt. Notre rôle, c'est de surveiller la forêt contre les feux de brousse, les sillages, parce qu'il y a des braconniers qui scient anarchiquement. Chez nous, on ne scie pas. Les braconniers, ceux qui portent les fusils pour tuer les animaux dans cette forêt, nous luttons contre. Et nous faisons les lions par feu pour que le feu ne rentre pas dans la forêt. Notre objectif, c'est de protéger cette forêt, pas seulement avoir les arbres géants pour la fourniture, pas seulement pour avoir les fruits pour manger, mais aussi pour une pluviosité régulière. On sait que si la pluie arrose bien la forêt, les animaux sont heureux, la couche verte se développe bien et nous atteignons notre objectif qui consiste à approvisionner l'État et remettre la couche verte. Ce comité pouvait alors rencontrer la population des villages autour de la forêt pour faire de la sensibilisation, feu, entretien des plants en vue de sa préservation. Voilà la parcelle que j'ai introduite ici pour soigner les malades. À partir de la forêt, là, j'ai introduit Vitex doniana, Revolfia vomitoria, Jatropha, plein de plantes que j'ai mis sur la parcelle là. À base de ces plantes-là, je soigne beaucoup de malades. C'est à partir d'ici que je fais la pépinière des plantes médicinales pour l'agroforesterie. Si l'État nous a permis de planter ces arbres introduits, c'est pour nous aider à trouver notre intérêt, ce qui peut nous encourager à être fréquents dans la forêt pour sa protection. Mais le manque de moyens ne leur permet pas plus de continuer efficacement leur travail sur le terrain, car il n'y a plus d'argent pour acheter le matériel de pépinière et pour couvrir les nombreux déplacements dans les villages. Une forêt, c'est dangereux quand même. J'avais cité les animaux, mais je n'ai pas parlé des serpents, pour ne pas faire peur aux gens. Mais à noter quand même que dans toute forêt tropicale, il y a ce danger, l'existence des serpents. Donc, entre autres, des couleuvres, des pitons, des mambas, des vipères de Gabon, etc. Un arbre mort peut laisser un grand creux dans lequel, si vous ne faites pas attention, vous pouvez rentrer et c'est dangereux.
Ceci dit, il nous faut faire des petits sentiers à travers cette forêt jusqu'à aboutir dans les cascades que nous avons, les endroits magnifiques où on peut apercevoir la vue panoramique de la ville de Palimé et de tout le canton de Kouma, et pour que les gens aient encore plus envie de revenir. Le comité, dans ses ambitions, souhaite avoir des éco-gardes de jeunes filles et de jeunes garçons qui puissent connaître la forêt et voir en cas de danger comment pouvoir ramener la personne à la maison ou à l'hôpital en toute quiétude. En réalité, il n'y a qu'un seul secteur qui attire l'attention des bailleurs ou des partenaires financiers, comme c'est le cas au niveau de l'environnement. Des propriétaires de forêts communautaires bénéficient pas mal de financement pour la gestion communautaire de leurs forêts. Le travail de la forêt, la protection de la forêt, n'est pas un travail facile, c'est très délicat. Donc nous souhaiterions que des partenaires, les volontaires, nous viennent en aide, nous encouragent, nous fournissent du matériel pour qu'on soit fréquent dans la forêt, pour la protection de la forêt. Pourquoi pas nous doter des outils pour la sensibilisation de la population qui est autour de la forêt. Lorsque vous faites du bon travail et vous le démontrez, vous n'allez pas manquer de financement, en tout cas en matière de protection de l'environnement. Les gens accourent d'ailleurs pour venir voir ce qui se passe. Parce que la gestion communautaire, c'est aujourd'hui une gestion qui épate. Les gens voient les gens décider de mettre en commun leurs terres, de mettre en commun leurs ressources forestières pour les gérer. Je pense que c'est quelque chose de louable et ça ne passe pas inaperçu. Dès que les gens s'associent pour faire une œuvre comme ça, ils ont forcément des financements pour pouvoir réaliser leur activité. Et si les gens sont dans cette voie-là, il suffit seulement de monter très bien leur idée de projet. Ils peuvent s'approcher du ministère de l'Environnement qui pourra les aider. Pas qui pourra leur donner des financements, mais qui pourra leur donner la voie à suivre pour trouver des bailleurs ou des partenaires qui s'y intéressent. Et je crois que ça, à l'échelle nationale, il y a déjà des communautés qui ont pu bénéficier des financements de pas mal de partenaires.